Nous ouvrons cette 8e édition avec une soirée de solidarité avec le peuple iranien, co-organisée avec l'OMCT et le journal Le Temps. Vous le savez, c'est important. Comme il a été mentionné tout à l'heure, l'étau se resserre pour les partisans d'un autre Iran et nous voulons absolument leur donner une voix et promouvoir leurs actions. Pour vous présenter la situation et les enjeux liés à la question de l'Iran et le mouvement vert de contestation et de liberté, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Golshifteh Farahani, comédienne iranienne qui vit aujourd'hui en France et rayon de soleil du festival, Karim Laïji, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme et vice-président de la FIDH, et Eric Sotas, secrétaire général de l'OMCT, partenaire avec le Temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette soirée. Le débat sera modéré par Stéphane Bussard, journaliste du Temps. Golshifteh, comment vous vivez effectivement tout le combat, je dirais, des femmes en Iran par rapport à leurs revendications, hein, d'avoir des lois non discriminatoires et puis par rapport à leur manière de pouvoir travailler aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment difficile? I think, as Karim was saying, is that because from the we always say that if at the time that they say that veil is, you have to wear the veil, if the men would put something on their head too, it would, lots of things would have been different. But so, as women, by first step was we had to put something on our head in a way, and somehow the men, they weren't that unhappy in a way. If not, they could have done something as they didn't. And so, the women were beaten up, lashes for their veil, for their lipstick. So they went in prison, they came out again, put on the lipstick, and as you see, when you see the form of the veil, beginning of the revolution, and in this 30 years, the evolution of the veil, you realize that how each summer the sleeves are coming a bit up. The veils are going a bit, now it's like something silk, something here, and something like that. So by being a woman, you are part of an opposition. You have something against the government by your being, by just being there. And I think that now 60% of the students in the universities are girls, and there's nothing you can, they cannot. Est-ce que justement le fait que 65% des étudiants à l'université sont des femmes, est-ce que ça, effectivement, c'est porteur de changement? I think the change is itself, the change is inside itself. I'm not sure if I'm getting the question right. Actually, there are 65% of the students are women now. Is it actually some factor for change, actually, the fact that you have so many women at university? But for sure it is, because it means that this opposition is going forward. It is winning in a way, because in these 30 years they just want to crack down women. They just want to put things on their head, and now it's over. As you see, most of the people in the demonstrations, not most of them, but you see women are always in the front, and voilà. Merci. Karim, peut-être un mot sur un mot sur effectivement la répression, je dirais, des ONG. Non, j'aimerais bien parler un peu des femmes. Oui, je vous en prie, c'est l'occasion rêvée. Oui, parce que c'est plus grave que vous imaginez. À supposer ce soir, dans un accident de voiture à Téhéran ou en Iran de toute façon, une femme et un homme sont décédés. L'affaire passe devant le tribunal décide pour donner des dommages et intérêts aux héritiers de victimes. La part des héritiers de la femme est la moitié celui des héritiers d'un homme. Même en ce qui concerne droit à la vie. Je ne parle pas de droit politique, je ne parle pas de droit culturel, économique, droit à la vie. Droit à la vie. Bon, c'est valable dans l'ensemble des droits civils. Parce que souvent, dans les pays musulmans, lorsqu'on parle de discrimination à l'égard des femmes, c'est par rapport au droit de la famille.
en Iran, ce régime a imposé même une loi basée sur la charia, que même en ce qui concerne le droit à la vie, il y a ce statut discriminatoire pour les femmes iraniennes. Bon, il y a d'autres éléments, mais vous avez posé la question sur Khatami. Qu'est-ce qu'il a fait Khatami? Lorsque Khatami a eu la majorité au sein du Parlement, par exemple, qui s'appelle le 6e Parlement, ça veut dire le 6e législatif, ou législature, ils ont voté une loi qui autorisait le gouvernement iranien de ratifier la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. C'était une grande avancée. C'était une grande avancée. Toutes les femmes iraniennes étaient derrière. Mais cette loi a été censurée par le Conseil des gardiens. Tout à l'heure, je vous ai parlé de six mollahs au sein du Conseil des gardiens qui contrôlent les élections, qui censurent aussi l'ensemble de la législation votée par le peuple. C'est la raison pour laquelle je vous parlais. Il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas non plus le principe de la souveraineté nationale pour lequel, en fait, les représentants du peuple peuvent légiférer et voter une loi. C'est là que... Et pourquoi? Parce que dans la Constitution, encore pourquoi je parlais que la majorité du peuple iranien ne veut plus, en fait, cette fusion, confusion entre l'État et la religion. Pourquoi? Parce que l'article 4 de la Constitution dit que le Parlement ne peut à aucun moment voter une loi contraire à la charia. Dans la Constitution. Et qui dit le dernier mot? Encore ces six mots-là, nommés par le guide suprême. S'ils disent que cette loi est conforme à la charia, c'est une loi. Sinon, la loi est caduque. Merci Karim pour ce regard. Maintenant, j'aimerais passer, puisqu'on sait que le festival du film est un peu une caisse de résonance du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est basé ici à Genève, qui a été créé en 2006. J'aimerais poser quand même une question à Eric Sota, qui suit aussi beaucoup le Conseil des droits de l'homme ici. On sait qu'il y a quelques jours, l'Iran a fait acte de candidature au Conseil des droits de l'homme, et ça suscite effectivement pas mal de débats au sein de la communauté de défenseurs des droits de l'homme. J'aimerais savoir comment, Eric Sota, vous appréciez, je dirais, cette candidature de l'Iran qui essaye de faire pression sur les Maldives pour qu'ils retirent leur candidature, parce qu'en gros, il y a dans ce groupe asiatique, il y a 5 candidats pour 4 postes, et voilà, donc c'est la bataille un peu pour ces 4 postes. Alors, l'Iran au Conseil des droits de l'homme, c'est la fin du Conseil ou non? Il y a malheureusement d'autres pays qui n'ont pas mis fin au Conseil, malgré le fait qu'ils sont eux aussi des pays dont on peut discuter les performances dans le domaine des droits de l'homme. Donc, je dirais, si on va par là, le Conseil des droits de l'homme est un organe politique et on a à l'intérieur des États qui, eux, non plus ne respectent pas les droits de l'homme. Mais je crois que ce qu'il faut voir dans cette candidature, c'est qu'elle s'est située dans une sorte de dynamique qui fait que, en quelque sorte, on est rentré, et c'était, j'allais dire, presque inévitable, dans une politique des droits de l'homme, dans ce qu'elle a de moins sain. Que s'est-il passé? Il y avait 3 échéances. Une, c'était la révision périodique de l'Iran. C'est-à-dire, vous savez, c'est un système qu'a mis en place le Conseil. Tous les États doivent être examinés régulièrement par ce Conseil. Le seul problème, c'est que cet examen se fait non pas par des experts indépendants, mais par des représentants de gouvernement, et il y a un système qui fait que malheureusement, les rapports de force étant ce qu'ils sont, l'Iran peut compter sur le soutien d'un groupe majoritaire.